Est-ce que l'école québécoise est adaptée à la réussite de nos garçons? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ici Carlo Coccaro et bienvenue à Cette semaine à l'école, épisode du 22 octobre 2025. Très content de vous accueillir encore cette semaine. Alors, on parle de la réussite des garçons. Moi, je suis papa de 3 garçons, donc évidemment, ça me touche directement, mais ça touche un peu tout le monde. C'est près d'un garçon sur 5 qui sort du secondaire sans diplôme ou sans qualification. 1 sur 5. Puis dans certaines régions, c'est 1 sur 3. Les chiffres sont astronomiques et l'écart est très, très grand avec les filles, alors que c'est seulement 13% des filles qui sortent sans diplôme ou sans qualification du secondaire en 7 ans. Donc, il faut en parler. Puis dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un constat. On va aller chercher les vraies données sur la situation et les causes qui sous-tendent cet écart-là. Et dans un prochain épisode avec Égide Royer, on va élaborer le top 10 des solutions à mettre en place dès maintenant pour favoriser la réussite scolaire des garçons. En deuxième partie, plutôt que notre traditionnel ministre d'un jour, j'ai fait une entrevue avec Kathleen Legault, qui est présidente de l'AMDES, l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires de l'île de Montréal, qui nous parle de la réalité de terrain en ce qui a trait entre autres au budget. On le sait, il y a eu des coupures en juin, un réinvestissement en juillet, mais ce qu'on voit, c'est que l'argent n'a pas été dépensé encore et on va aller voir pourquoi avec Mme Legault. Et en plus, c'est la semaine des directions d'établissement, donc on aborde le rôle des directions, les défis et des solutions à mettre en place pour leur bénéfice et pour aussi le bénéfice des élèves. Avant d'aller voir Égide, juste vous dire un gros merci. On a beaucoup d'auditeurs, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de vues sur nos extraits courts sur YouTube et sur TikTok qu'on fait du balado. C'est plus de 100 000 vues dans les 8 dernières semaines de ces extraits-là. Je pense que ça montre un intérêt pour l'éducation, mais surtout un intérêt pour un discours ambitieux, pragmatique, réaliste aussi sur l'éducation. Merci beaucoup de visionner ces vidéos-là, de les partager aussi dans votre entourage. Ça fait une différence. Dans tous les cas, je pense que ça montre qu'il y a un intérêt pour qu'on parle d'éducation comme on le fait durant le balado cette semaine à l'école. On va les retrouver, Égide. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents. Être parent, ça demande beaucoup de ressources. Mais peu importe les défis que l'année scolaire amène, saviez-vous que vous avez accès aux conseils des spécialistes les plus reconnus au Québec, sans délai d'attente? Les détails sur aidersonenfant.com. Égide Royer, bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir, bonjour. Égide, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité? Dans l'actualité, c'est tout frais d'ailleurs, c'est un dossier qui est redondant, pour lequel pourtant ce ne sera pas très dispendieux là, en termes d'intervention. C'est toute la question des jeunes que la DPJ prend en charge, qui sont retrouvés en centre jeunesse et qui à 18 ans se retrouvent un peu devant le néant. Là. Et on a des taux de diplomation, c'est les taux de diplomation les plus faibles. Mettez toutes les catégories que vous voulez, là, on se retrouve avec des taux de diplomation seulement de 1 sur 4. Et ça, c'est un autre des lumières qui est allumée. On a la question de la DPJ, la question des plans d'intervention, la question des éducatrices ce matin là, qui, à un moment donné, sont victimes d'agressions de jeunes qui ont des troubles sévères de comportement liés à l'autisme. À un moment donné, les lumières continuent à s'allumer sur le fait qu'on va avoir à revoir complètement nos services en adaptation scolaire. Mais pour les jeunes de la DPJ, il faudrait les considérer comme des pupilles de l'État. Là. On a suppléé à leurs parents, on devrait leur offrir le logement et l'ensemble des services éducatifs gratuits au moins jusqu'à 21 ans. Tu as tellement raison, parce qu'actuellement, ce qu'on fait, on prend soin au mieux. Puis là, il y a des cas d'horreur là, dans les centres jeunesse aussi, mais disons qu'on prend soin du mieux qu'on peut de ces jeunes-là jusqu'à 18 ans. Mais ce qui arrive, c'est qu'à 18 ans, on leur donne un sac à vidange, mettez vos affaires dedans et bonne chance. Il n'y a pas beaucoup de jeunes en 2025 qui réussiraient à avoir un diplôme collégial ou universitaire dans ces conditions-là. Puis, j'ai goût de te dire, si je donnais un sac à vidange à 18 ans à mes 3 gars, là, puis en leur disant bonne chance dans votre vie, les chances qu'il y ait un diplôme universitaire sont quand même faibles. Puis je pense qu'on est un bon environnement globalement pour mes 3 gars. Donc, j'ose pas imaginer la détresse que ces jeunes-là vivent, sans parler du lien avec les gangs de rue aussi, qui sont souvent très proches là, Il y a des centres des jeunes jeunesse. qui se retrouvent en situation d'errance là-dessus. Et l'autre élément, c'est qu'on sait quoi faire. Dans l'article de la presse là, mentionne très bien là, des types d'organisations, même communautaires, c'est financé entre autres des affaires sociales un peu, où on offre carrément le logement. Le jeune a son logement. Il y a une question de modèle adulte aussi positif. Tu as beaucoup de tâches développementales à 18 ans, là, gérer ton budget, t'occuper de toi-même, etc. Donc, on sait quoi faire. Et ça coûterait une bagatelle, mais il faut considérer ces jeunes-là comme étant comme des pupilles de l'État, comme on dirait en France. Là, mais on les a pris en charge, on les accompagne jusqu'à l'âge adulte.
Parfait. Moi, ma nouvelle, j'en ai deux que je veux partager. La première, c'est un dossier de la presse de Louise Leduc, en fait, un article de la presse de Louise Leduc sur, ça dit le chiffre magique 3900 enseignants manquants. En fait, c'est une Mhm. analyse du ministère qui montre que pour arriver en 2028-2029, donc dans 4 ans, dans 3 ans, en fait, avec un nombre d'enseignants suffisant, considérant la démographie et considérant les départs à la retraite, ça prend 3900 enseignants par année de plus. Ben, j'ai deux choses à dire là-dessus. Trois choses. La première, le nombre d'étudiants universitaires n'est pas en forte augmentation au Québec. La moitié d'entre eux, on en a déjà parlé, la moitié d'entre eux décrochent au cours de la profession. Le quart d'entre eux décrochent dans les 5 premières années de la profession après. Donc, clairement, il y a des gros problèmes là. Deuxième point, le gouvernement met beaucoup d'emphase sur la diplomation rapide, les chemins rapides vers le brevet Mhm. d'enseignement. Moi, je suis extrêmement suspicieux de ça. Je doute beaucoup de la, oui, c'est pertinent dans le contexte, mais je doute qu'à la fin, la personne soit vraiment suffisamment qualifiée pour enseigner. Puis le troisième point que je vais mentionner, c'est bien beau, là, 3900, mais la réalité, c'est qu'il y a actuellement 10 à 12 000 enseignants non légalement qualifiés qui ont des contrats à temps plein, plus un autre 28-30 000 qui font de la suppléance dans le réseau. Fait que le vrai chiffre est probablement plus autour de 5, 6, 7 000 enseignants qui manquent pour les 10 prochaines années par année à graduer pour contrer les effets de la pénurie et avoir des enseignants pleinement qualifiés. Oui, en autant que notre population se stabilise, puisqu'on a accueilli énormément de monde ces dernières années. Ouais. L'autre élément, c'est que là, ils sont en train d'apprendre sur le terrain. Et on va avoir un taux de perdition, de décrochage probablement important. Mais il y en a d'excellents là, qui n'ont pas nécessairement la qualification comme telle. Donc, on verra ce que ça va donner, mais là, c'est force majeure. Et moi, je regarde ce qui se passe en Europe, dans l'ensemble des pays. Cette idée-là d'avoir l'attractivité de Hmm. la profession d'enseignant est vraiment très faible Ouais. présentement. Et là, c'est rebelote, là, on tourne en rond avec ça. Mais il demande néanmoins que tout à fait raison, mais là, on se retrouve dans une situation de force majeure et on verra les chiffres exacts. Vont probablement être publiés à un moment donné pour donner l'ordre de grandeur de ce qui se passe vraiment. Et il y a une deuxième nouvelle qui nous a fait réagir tous les deux quand on se préparait. Mélanie Marquis dans la presse qui parle d'une activité à l'école primaire Saint-Barthélemy du CSS Montréal, une activité pour les familles dans le besoin qui a été annulée après 21 ans d'activité. La raison, ils ne sont pas en mesure de payer un concierge 3 heures pour aller ouvrir le gymnase et fermer le gymnase. La deuxième raison qui sous-tend ça, c'est de dire les coupures budgétaires nous empêchent de faire ça parce que les ratios d'hommes d'heures à temps plein sont maximisés. C'est d'un ridicule sans nom. Les C'est coupeurs budgétaires ont le dos large avec raison, mais il y a bien une limite à ne pas donner une clé à quelqu'un sur le CE, à une direction adjointe, à un enseignant, même un parent pour aller ouvrir le gymnase puis tenir oh, l'activité. écoute, probablement que moi, écoute, j'étais dans les écoles, j'étais sur la table de gestion, moi, avec les directions d'école. Probablement que j'ai de mes collègues qui auraient dit, OK, on ne peut pas dépasser. Hein. Il aurait téléphoné un coup de fil à un conseiller municipal, au maire, en disant, Oui, prête-moi, pourrais-tu me prêter ton concierge pendant 3-4 heures, prêt de service? absolument. Et Gilles, est-ce que tu as une étoile de la semaine à donner cette semaine? L'étoile de la semaine, c'est entre autres le dossier sur la question des plans d'intervention qui est apparu récemment. Là. C'était tellement bien fait et ça faisait vraiment le tour de la question. Et on s'est aperçu, puis c'est ça le gros du message, et c'est ça que je donne l'étoile, on s'est aperçu que sous le vocable EHD, AA, élèves handicapés en difficulté, tu avais des jeunes dont le handicap ou la difficulté, c'était d'éviter d'avoir des images qui viennent perturber leur attention dans un livre de lecture, dans une tâche qu'on donne, prévenir un peu à l'avance avant de donner un Oui. examen à cause d'une anxiété, mais tout ça était considéré comme plan d'intervention. Donc, conclusion, il y a un sérieux ménage à faire là-dedans. Un plan d'intervention, c'est une démarche importante qui prend du temps et qui vise des jeunes qui autrement seraient absolument dans l'incapacité de réussir, à atteindre les objectifs des programmes d'études. Ménage encore, chers collègues. Merci Gilles, on se retrouve dans 30 secondes pour parler de la réussite des garçons. Et Gilles, je t'ai souvent entendu parler de la réussite scolaire des garçons. On va faire le tour de ce sujet-là. On va le faire même en 2 épisodes. On va parler des constats aujourd'hui et des raisons de ça. Et on va arriver avec un top 10 des solutions dans un prochain épisode. Avant de partir sur la réalité, statistiquement parlant, Égide, on se situe où dans la réussite des garçons? L'écart entre les garçons et les filles au niveau de la diplomation est un des plus grands qu'on a au Canada, là. Première des choses. Parce que dans tous les pays en Occident, les filles réussissent mieux que les garçons. Mais nous autres, on a un écart beaucoup plus grand. À titre indicatif, regarde, l'écart en taux de diplomation et qualification des garçons et des filles au public, c'est 14, presque 15 points de pourcentage. C'est Au fou, hein? privé, même au privé, c'est presque 8,7, presque 9 points de pourcentage. Sur les taux d'abandon scolaire ou sortie sans diplôme, on prend ça comme appellation,
tu as à peu près 12% des filles qui sortent sans diplôme, mais je suis à 19,5% des gars qui sortent sans diplôme. Dans des régions rurales du Québec, j'accroche le 31, 32, 33, 34% des gars qui sont sortis sans diplôme. C'est fascinant. Donc, Donc, il y a un garçon sur 5 en ville sort sans diplôme, puis c'est jusqu'à un garçon sur oh, 3 je ne dans nommerai certains. pas les régions, mais allez sur les indicateurs du tableau de bord du ministère de l'Éducation, sortis sans diplôme, vous allez les trouver. J'ai au moins une dizaine de régions du Québec qui accrochent le 25, 30, 31, 32, 33, 33%. C'est fascinant. Donc, ça fait des années que je travaille dessus. Donc, Ouais. cet écart-là est nettement trop grand là, au Québec présentement si on regarde sous l'angle de la diplomation. On a ciblé 5 constat qui explique un peu ces éléments-là, mais je vais te laisser nommer le premier, qui est le premier au-dessus de la liste de tout le monde là, quand on parle de la réussite des Il y a garçons. ça, de toute manière, surtout qu'il y a un comité, même ministériel, qui s'est fait là-dessus, qui n'a jamais déposé son rapport. Je ne sais pas où il est disparu, là, mais j'ai participé à quelques reprises. C'est toute la question de la relation des garçons avec la lecture. Parce que cette question-là de lecture est un des prédicteurs les meilleurs au niveau de la réussite scolaire. Et si tu prends, Carlo, je te donne 1000 gars de 6 ans et 1000 filles de 6 ans, comme groupe, mes 1000 filles sont plus prêtes à apprendre à lire, sont plus verbales que mes garçons. Si j'interviens comme il faut en première, deuxième année, je tiens compte des différences. Normalement, rendu fin de deuxième année, je n'aurai pas grande différence là-dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce que tu dis, c'est que peu importe à quel niveau les jeunes garçons arrivent en maternelle première année, avec les bonnes pratiques, fin deuxième année, ils sont capables d'être à niveau. Oui, surtout, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais recommandé la question de la maternelle 4 ans. Pourcentage de jeunes qui arrivent en maternelle 5 ans, 33-34% des gars qui arrivent avec une vulnérabilité, ça peut être langage, comportement ou d'autres choses, et 23 ou 24% des filles. Donc, je veux dire, il m'arrive à 5 ans, j'ai un écart. C'est même pas les stéréotypes et le fait que je joue avec des camions qui expliquent ça, là. Non, On se c'est ça. comprend bien. Donc, il y a Absolument. vraiment des différences, mais il faut que j'en tienne compte et ça va impliquer probablement que dans la prochaine émission, on fasse des recommandations sur la formation des enseignants là-dessus. Je pense que ouais, ça va être là-dessus. Et moi, la deuxième explication que je vais mettre de l'avant dans les recherches que j'ai faites, puis être papa de 3 garçons m'amène à le Mhm. voir à tous les jours, c'est à quel point le système, bon, les écoles, les classes, les adultes dans les classes valorisent beaucoup le calme, valorisent beaucoup. Tu sais, souvent, je vais dire, c'est quoi un bon élève au Québec? Ben, c'est un élève qui est assis, qui fait semblant d'écouter. On ne sait pas s'il écoute, mais il écoute, il a l'œil un peu ouvert, il lève la main une fois de temps en temps. Ça, c'est un bon élève. Mais il y a une réalité neurologique et biologique que les garçons sont plus dans le mouvement, ont besoin un peu plus d'expérimenter par le mouvement, par la compétition, être debout, bouger. Et l'école, autant ne valorise pas ça souvent, autant va punir ces comportements-là. Et dans ce sens-là, ça nous amène probablement à la prochaine émission aussi. Prends une école, on prend une petite école primaire où j'ai une vingtaine d'enseignants. Imagine que tu as 13 enseignantes et 7 enseignants. Tu n'auras même pas besoin d'élaborer de programme sur comment est-ce qu'on gère la cour de récréation, les déplacements dans Mm. l'école, les sorties. Tu vas déjà avoir une couleur Ouais. associée au fait que ce n'est pas uniquement un monde uniquement féminin, mais c'est un monde où on tient compte aussi de certaines caractéristiques. Et là, moi, on m'a souvent accusé en me disant, écoute, c'est ça, Royer, tu dis que les femmes enseignantes causent l'échec scolaire des gars. Ben non, C'est pas ça. c'est pas ça du tout. C'est l'idée principale que on, il y a des manières de faire masculines. En clair, je vais me résumer, si pour réussir à l'école, je dois adopter les comportements, les attitudes, les habitudes de lecture, les émotions des filles pour réussir moi comme gars à l'école, on est dans le trouble. Exact. Moi, j'ai souvent dit, pour illustrer ça, j'ai souvent dit, euh, les enseignants qui sortent du brevet, qui sortent avec leur brevet, sont légalement qualifiés, arrivent dans le réseau, ils deviennent encore plus compréhensives et, entre guillemets, meilleures quand ils ont eux-mêmes des enfants. Avoir des enfants, ça nous fait vivre des choses. Tu sais, on est beaucoup dans le jugement quand on n'en a pas. Quand on en a, on fait ah, OK, c'est pour ça que les parents avaient de la difficulté avec tel élément. Et quand on a des garçons à la maison, là aussi, on devient un autre niveau de compréhension par rapport aux garçons qu'on a dans la classe ou dans la cour d'école. Et ce n'est pas pour les blâmer, comme tu dis, parce que c'est quand même 80% hein, de l'effectif scolaire qui sont des femmes là, enseignantes. Mais c'est une réalité à laquelle Regarde, il faut faire face. je vais vous donner un exemple avec un nom fictif. Julie a été animatrice de terrain de jeu de 12 ans à 17 ans, avec des groupes de gars, des groupes de filles. Julie a 2 frères. Ouais. Quand Julie fait son bac en enseignement, puis que Julie se retrouve avec une gang, une classe de deuxième année, moitié gars, moitié filles, veux-tu dire que Julie, ça va s'en aller là-dedans et là?
et en termes d'intérêt, on va dire, ah, ça c'est mes gars, ils m'ont fait telle affaire, telle affaire. Ouais, Et ouais. ça, c'est frappant. Mais si tu as peu d'expérience, puis tu dis, ben non, mais les gars, ils n'aiment pas lire, c'est à cause des stéréotypes masculins, parce que c'est pas beau pour les garçons de lire. Non, il n'est pas sorti de l'auberge. Là. Non, c'est ça. Et la comparaison gars-fille va souvent désavantager les gars parce qu'une petite fille plus sérieuse, plus calme, ben c'est le fun à avoir dans une classe. Mais En adaptation scolaire, j'ai 2 gars pour une fille en difficulté d'apprentissage. Pour au niveau des problèmes de comportement, j'ai 4 gars pour une fille. Donc, simplement pareil. pour te dire, il y a des choses qui relèvent carrément là, autrement que l'intervention, mais la journée où on sortira les statistiques du taux d'expulsion des jeunes du secondaire, je te dis tout de suite, c'est pas 5 gars, 5 filles. Et c'est 80 des jeunes exclus sont des gars. oui, puis j'avais lu quelque chose que aussi le développement du cerveau au niveau des fonctions exécutives est un peu moins développé chez les petits garçons de 5-6 ans qu'il l'est chez les filles. Donc, ce qui est la conscience de soi, la capacité à s'organiser est moins là. Donc, on ne peut pas les blâmer, les Regarde. garçons. C'est Prends la, neurologiquement différent. prends la côte, prends la côte la plus à pic que tu peux avoir dans la municipalité, là. Qui c'est qui va descendre ça avec les casques sur les oreilles, en planche Ouais. à roulettes, en plein milieu du trafic? Ah, tu vas dire, bon, oui, c'est 10 gars, 10 filles. Non, non, non. Non, non. La question de la prise de risque, qui sait que tu as des problèmes de consommation de drogue dans une école parce qu'on vend de la dope, c'est évidemment que c'est des filles qui sont responsables, qui sont les chefs de gang. Les motards, c'est évidemment toutes des filles qui sont Ouais. chefs de. Tu comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, là. Tu sais, Oui, il existe des différences. On aura beau à tenter de les gommer, mais il existe des différences. absolument. Le troisième point qu'on veut amener, puis tu en as parlé un petit peu, c'est autant d'avoir des hommes à l'école peut être intéressant pour gérer les comportements, puis, mais c'est la notion d'avoir des modèles masculins aussi, ce qui manque beaucoup à l'école primaire, secondaire, considérant qu'il y a 80 des employés qui sont principalement des femmes. À quel point c'est important, Gilles? C'est assez étrange parce que j'ai souvent eu des échanges serrés, même avec des collègues psychologues là-dessus, en disant non, c'est pas une question de modèle. Non. Nier qu'une bonne partie des comportements humains vont s'apprendre par modeling, par Hmm. imitation. Nier qu'un grand frère par rapport à un jeune qui n'a pas de père, ça joue un rôle important. Nier que, prenons le monde des affaires, de, quand on donne des modèles de réussite à des filles qui veulent partir une entreprise ou qui veulent aller en affaires, est-ce qu'on donne des hommes d'affaires comme modèle? Non, on donne des femmes qui ont réussi. C'est la même chose en politique. Oui, on va te donner l'exemple de 3-4 hommes qui sont devenus premiers ministres, ça va susciter des filles à faire de la politique. Ça fonctionne d'un côté, mais c'est comme si de l'autre côté, non, les modèles ne marcheraient pas pour les gars. Donc, objectivement, c'est un fait que des modèles de réussite, entre autres, des modèles de réussite scolaire, c'est quelque chose d'important. Et c'est sûr que de changer la proportion d'hommes qui travaillent dans les écoles, c'est pas quelque chose qui se fait facilement et rapidement, mais il y a quelque chose qui peut se faire rapidement et facilement, c'est d'amener des hommes de l'extérieur de l'école en classe. Mhm. Moi, mes enfants sont allés à l'école alternative, des hommes, des papas d'élèves qui faisaient de la coéducation ou même un certain Michel qui va se reconnaître, qui allait faire des activités de hockey cosum ou de soccer un midi par semaine avec les jeunes. Mon garçon en parlait à chaque fois que ça arrivait. Ah, ce midi, Michel est là, on va jouer au soccer. Ce midi, Michel est là, on va jouer au soccer. Puis c'est banal, puis ce l'est tellement pas en termes d'impact pour ces jeunes-là. Puis tu as eu des filles dans tes enfants qui auraient probablement dit la même chose aussi. Donc, moi, j'ai vu des écoles avoir des comités de papa. Tu avais le comité de conseil Mm. d'établissement, mais un comité de papa à côté. Puis ça change de quoi dans une école? Ah ouais, hein. Donc, toute cette question-là de lire et faire lire, qui est un regroupement très Oui. pertinent au niveau de la lecture. J'ai plusieurs hommes là-dedans, je les ai rencontrés à quelques reprises. Donc, c'est toute cette question-là de fournir des modèles et Un élément que tu voulais amener en lien avec les modèles, c'est dans le discours public, on entend beaucoup parler de masculinité toxique. Et, et moi, papa de 3 garçons, ça m'interpelle parce qu'il y en a des hommes qui sont des merdes, là, tu sais, qui disent des trucs qui sont misogynes, qui sont sexistes, qui sont. Oui, c'est présent. Mais à quel point c'est un enjeu pour toi dans la réussite des garçons? au niveau de la réussite des garçons, l'idée, c'est que moi, je suis aussi membre de l'American Psychological Association, puis il y a un noyau qui a été formé sur la question des garçons et de la masculinité. Puis il y a une nuance très importante que ce comité-là, ce groupe de travail-là apporte, c'est qu'il faut faire la distinction, arrêter de parler de masculinité toxique, mais davantage parler de masculinité restrictive. Si moi, je suis un petit gars de 12 ans, puis j'ose pas m'en aller enseignant parce qu'enseignant, c'est une affaire de fille, puis moi, je suis Hmm. un gars, ça me restreint dans mon Ben, développement. Puis absolument. c'est vrai au niveau de l'expression des émotions. Tel fameux un gars, ça pleure pas, de faire de même. Là. Donc, dans ce cadre-là, c'est sûr que ça fait des belles nouvelles, puis tu as des réseaux sociaux où un tel tarlat est misogyne, les femmes au foyer, puis des choses.
Mais la majorité des hommes sont pas de même. La majorité des gars à 11-12 ans n'aspirent pas à être ça non plus. Mhm. Cette distinction entre masculinité restrictive, masculinité toxique est importante. Ce qui est négatif, c'est l'important qu'on s'empêche de faire des choses parce qu'on nous dit que parce que tu es un homme, tu ne peux pas le Ouais, faire. C'est ouais. surtout ça Et qui est ça revient à la notion embarrassant. de modèle. Hein? Si tu as Ben la oui, chance d'avoir un modèle une énormité, un homme qui a l'air d'un mâle alpha, mais qui aime la lecture, ben oui. ça te dit, Colin, la lecture, c'est pas juste pour les filles. Ça te dit, hey, non, Tu les sais, hommes ont le droit d'aimer lire. à l'époque de Jean Béliveau qui jouait à Québec, là, ça nous amène des années 50, là, fin des années 40. Puis je te rappelle que mon père, moi, il a quitté l'école au milieu de la quatrième année primaire. C'était à l'époque une famille de Ouais. 17 enfants, tout ça. Jean Béliveau avait été photographié en train de lire dans la chambre des joueurs. Et là, c'était devenu sexy que pour un homme de lire. Hmm. Combien ont porté attention à Ken Dryden, qui est décédé récemment? Ken Dryden, dans l'avion du Canadien qui le Ouais. ramenait après les multiples victoires, écoute, il préparait son droit puis il lisait. Les gars regardaient ça. Il n'y avait même pas de secondaire de fini aux autres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle avoir des modèles Ouais. et ça s'appelle ne pas être limité par sa masculinité. Le cinquième qu'on va nommer, qui est aussi en continuité avec ça, c'est ce qui se passe à la maison. Évidemment, on le sait que c'est important. Le rôle des parents est essentiel. J'ai fondé l'organisme aidersonenfant.com pour outiller les parents, mères et pères, face à tous les défis de la parentalité, petits et grands. On ne peut pas minimiser non plus l'impact d'avoir, par exemple, un père à la maison qui parle d'école, qui soutient les travaux scolaires de ses enfants, qui a des bons moments avec eux, qui a des activités, des jeux de société, des questions de type serpent et échelle, peu importe. Ce rôle-là est essentiel. Donc, pour les papas qui nous écoutent, ce temps-là investi fait un monde de différence. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de ce rôle masculin-là à la maison? Regarde, je vais te donner un scoop. Je donne une conférence ce soir, une longue conférence d'ailleurs, à quelques centaines de parents. Puis dans une de mes diapositives, j'ai marqué évidemment, ça prend tout un village pour élever un enfant. Bon, ça, il a utilisé à la corde. Mais moi, Ouais. j'en ai rajouté un bout. Ça prend des hommes bien présents dans le village aussi. Et dans ce contexte-là, une chose que je suis capable d'entendre, c'est qu'il ne faut pas qu'on joue un rôle de suppléant à l'école, puis c'est pas nous autres à faire ça à l'école. Non, si j'ai le tiers, dans certains quartiers, si j'ai le tiers, j'ai 40 de mes jeunes qui n'ont pas d'hommes à la maison. Il n'y en a pas, pour toutes des raisons de séparation ou autre, il n'y en a pas. Est-ce que je peux au moins fournir des modèles masculins positifs Ouais. au niveau du parascolaire, même au niveau de l'enseignement dans l'école elle-même? Et c'est toute la dimension communautaire. Les jeunes ont besoin de, même rendu à 12-13 ans, ils ont même besoin mon père aurait dit, t'accoter, d'avoir une présence masculine. Ce n'est pas une question de se battre, c'est une question de dire, je teste mes limites. J'ai quelqu'un Absolument. de fiable et d'affectueux qui me dit, non, ça passe pas, ça passe. Et ça, on se définit comme ça. Mais Ouais, quand ouais. tu pousses, tu es continuellement dans le vide, là. Oui, le manque de ce cadre masculin-là crée de l'incertitude, crée du stress, rend difficile le façonnement de la personnalité de ces jeunes garçons-là, parce que, comme tu dis, ils n'ont pas de mur sur lequel pousser. Puis toi, tu as 3 gars à la maison, ça se peut-tu qu'ils poussent sur le mur de temps en temps? Je te dirais qu'ils poussent en tabarouette sur le mur. C'est clair. Ah, Ouais. c'est ça même, je l'ai vécu moi aussi avec mes enfants, mais même si mes gars étaient assez cool, mais c'était mes filles. Mes filles poussaient sur le mur, eux autres, ils se Ah oui, définissaient, hein? ben, ils étaient solides, il n'y a pas de trouble. Mais simplement pour te souligner. Donc, si on nous Ouais. conteste, on vient à nous contester, non, non, c'est pas vrai que les gars ont besoin de modèles masculins positifs pour réussir à l'école ou se développer. Ben, on les enverra promener, tout simplement. Et Gilles, on va conclure l'épisode là-dessus. Donc, on a fait un constat de la situation. Dans un prochain épisode, on va faire un top 10 des solutions qu'on veut apporter au réseau pour favoriser la réussite des garçons. C'est bon, Merci, Gilles. porte-toi bien. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WordQ, le logiciel de référence qui aide les élèves à surmonter les difficultés d'écriture avec sa prédiction de mots et sa lecture à voix haute. Découvrez WordQ sur nureka.co. Je suis très heureux d'accueillir Mme Kathleen Legault, présidente de l'AMDES, l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, merci d'être là. Madame Legault, en juin dernier, le ministre Drainville a annoncé des coupures majeures en éducation, a renversé un petit peu la situation dans une annonce en juillet avec un réinvestissement quasi similaire. J'ai goût de vous demander aujourd'hui, le 21 octobre, quel est l'état de la situation en termes d'investissement du gouvernement en éducation? En fait, les coupures en juin, ça a été dramatique. Ça a été arrivé tellement tard que nos plans d'effectifs étaient déjà prêts. Parce qu'une année scolaire, ça se planifie en janvier, février, mars. Rendu en juin, Ouais. il est trop tard. Donc, on a coupé tout ce qu'on a pu couper en urgence.
Puis après ça, on a entendu en juillet, pendant que tout le monde était en vacances, que l'argent revenait. Mais finalement, quand on arrive à la rentrée, c'est beaucoup moins clair que ça. L'argent est là, mais il y a des conditions. Alors, qu'au début, on a été rassurés, mais quand on est retourné dans nos écoles, puis qu'on a rencontré nos équipes, bien, on s'est rendu compte que ça ne serait pas si simple que ça de remettre en place le personnel là, qu'on avait remercié en juin, que ça ne Ouais. serait pas si simple que ça d'ajouter les services pour nos élèves. Le réinvestissement a amené un vent d'espoir, comme vous dites. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en octobre, vous êtes beaucoup plus nuancé par rapport à ce réinvestissement-là qui a été promis par le ministre Drainville? Ben, en fait, dans les faits, il y a une partie qu'on a pu utiliser dès notre rentrée scolaire. Là. On a pu, OK. exemple, là, réengager là, des éducateurs spécialisés jusqu'à un certain niveau. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une condition qui a été imposée à tous les centres de services scolaires de ce qu'on appelle un plafond d'ETC, là, c'est-à-dire ETC équivalent temps complet. Donc, on a un maximum d'heures qu'on peut payer dans un centre de services scolaires. Ça veut dire qu'ils nous ont transféré des sommes dans nos budgets, donc l'argent est là. Pas entièrement, mais disons que l'argent est là. Ouais. Mais on ne peut plus engager parce qu'on n'a plus, entre guillemets, d'heures disponibles. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai une orthophoniste, elle s'occupe d'un certain nombre d'élèves. J'arrive pas à combler mon deuxième poste parce que vous savez, on est en pénurie de personnel. Je vais la voir, je lui dis, j'aurais 2 ou 3 élèves, c'est vraiment urgent qu'ils soient vus. Mais j'ai plus le droit de lui payer d'heures supplémentaires. Donc, j'ai plus beaucoup de levier Pourtant, pour le ministre disait dans les conditions que ça devait être exclusivement pour des services à l'élève. Donc, cette maximisation-là des heures en équivalent temps complet, est-ce que ça s'applique seulement aux travaux plus administratifs ou ça s'applique à tous les corps de métier, incluant les enseignants? ça s'additionne. Au début, les centres de services scolaires pensaient que ce qui était direct à l'élève était Ouais. exclu du calcul. Mais non, c'est dans le calcul, ce qui fait que... Puis je pense qu'on peut quand même penser que le gouvernement, quand il a mis ce plafond-là, peut-être qu'il ne pensait pas que ça toucherait autant des Ouais. services directs aux élèves. Et je pense qu'ils s'en rendent compte. Et on voit que la nouvelle ministre cherche des solutions pour qu'on ne soit pas limité. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution sur la table. Elle nous dit qu'elle en cherche. Elle le dit, hein? Elle nous dit qu'elle voudrait qu'on puisse rendre les services aux élèves. Mais concrètement, en ce moment, nous, on ne peut pas. Parce que ce qui a Ouais. été dit au centre de services scolaires, c'est que s'ils dépassaient le fameux plafond d'heures, ils n'auraient pas accès aux sommes du réinvestissement. Alors, voyez-vous, c'est vraiment, Fait que c'est clair que je vraiment présume que un les centres de problème. services scolaires doivent être en mode retenu. Là, tu sais, on ne dépensera pas de Absolument. l'argent qu'on risque de se faire enlever, donc on préfère ne pas le dépenser, quitte à ne pas aider les élèves ou à ne pas embaucher des gens dont on a besoin avant d'être sûr de remplir les conditions. Est-ce que c'est ça un peu l'état de la situation actuellement? Oui, puis ça met tout le monde sous pression. Puis, vous savez, on Ouais. est dans une école, on a du personnel qui n'a pas beaucoup d'expérience. On voudrait pouvoir, par exemple, les libérer avec quelqu'un d'expérience pour que l'année débute bien, parce qu'on est quand Absolument. même rendu en octobre, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Alors, ça devient très compliqué pour nous de faire les choix qui vont nous assurer finalement que ça se passe bien pour les élèves, que les services éducatifs sont de qualité, que les gens qui arrivent, qui sont nouveaux, soient bien appuyés. En ce moment, c'est extrêmement difficile pour ça. Dans la population en général, je pense que tout le monde est pour l'éducation, mais en même temps, il y a aussi un sentiment où on est en déficit record à Québec, avec, je pense, 16 milliards de déficit annoncé, des budgets en éducation comme en santé qui augmentent à chaque année globalement. La population est aussi en mode, ben, il y a une limite à l'argent qu'on peut dépenser parce que clairement, quelqu'un va devoir payer aussi. Ma question a deux volets. Le premier volet, c'est concrètement, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'il y a un impact sur les élèves de la situation actuelle? Et mon deuxième volet, c'est quoi la solution pour dépenser peut-être moins d'argent puis en faire plus pour aider ces élèves-là? Donc, l'impact sur les élèves actuellement, il ressemble à quoi dans le réseau? Bien, l'impact sur les élèves, il est très concret. Si on a moins d'activités parascolaires, si on engage une éducatrice spécialisée de moins, si on a moins d'heures à donner à notre personnel professionnel,
ben, il y a des élèves qui vont être touchés par ça. Ouais. C'est Et ça arrive maintenant, là. ça, c'est actuel. OK. Évidemment, il y a deux sujets. Est-ce qu'on... Bon, nous, notre première chose, c'est... Là, on a des budgets dans nos écoles qu'on ne peut pas utiliser. Là, l'idée, c'est pas nécessairement de demander plus d'argent. C'est l'argent qui est là. Peut-on lui donner les outils qui nous permettent de les utiliser, ces sommes-là, pour nos Ouais. jeunes? Ça, je pense que ça, c'est une première chose à régler dès maintenant, là. On ne peut pas avoir des budgets qui dorment dans nos Ben non. écoles quand il y a des besoins. Quelle partie du réinvestissement de 540 millions est pour le moment intouchable? Ça, c'est des questions plus spécifiques budgétaires que les centres de services scolaires pourraient mieux répondre à vos questions. Mais dans le budget d'un centre de service scolaire, il y a des sommes qui sont faites pour les élèves dans les écoles. Hein, on appelle ça des mesures. Là. Puis vous savez comment est-ce qu'est le budget? C'est une série de silos. Là. Ça sert à la réussite des garçons. Ça sert en milieu défavorisé. Ça. Puis il y a des règles. C'est quand même assez complexe, les budgets. Alors, d'une part, comparativement aux années antérieures, on nous a transféré moins d'argent. Parce que cette année, les centres de services scolaires peuvent garder une partie de l'argent qui était dédié aux élèves centralement. Donc ça, c'est une première chose. On a moins d'argent dans nos écoles, mais en plus, on est limité dans le personnel qu'on peut engager ou dans le temps supplémentaire qu'on peut donner. Donc, on est doublement, on a un double impact cette année. Donc ça, c'est une chose. Mais la première chose, c'est l'argent qui est vraiment descendu dans nos écoles. Il faut qu'on puisse l'utiliser pour nos jeunes tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on peut faire mieux avec nos budgets en éducation? Probablement, mais pas en annonçant des coupures en urgence à la mi-juin. Ça ne marche pas. Ouais. C'est des fonds publics. Puis, c'est sûr que si le gouvernement travaille de concert avec les associations, avec les centres de services scolaires, avec les syndicats, si on travaille tous ensemble, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour mieux utiliser nos fonds publics. Oui, certainement, mais pas dans l'urgence et la précipitation comme on a vu au mois de juin, puis pas en mettant des conditions impossibles là, comme on voit actuellement. Ouais. Mais oui, sans doute qu'on peut réfléchir, puis collectivement, parce que l'éducation, ça appartient pas à un parti politique ou à un gouvernement. L'éducation, c'est un bien commun qui nous appartient, disons, tous collectivement. C'est l'avenir de nos jeunes. Quelque part, c'est le citoyen de demain qu'on est en train de former. Donc, il faudrait que quelque part, peut-être qu'on devrait avoir une espèce de commission par an nouvelle ou quelque chose comme ça où on s'entend collectivement comme Québécois, comme Québécoises, qu'est-ce qu'on veut de l'école aujourd'hui? Peut-être qu'on est rendu là. Mais oui, tout peut être discuté, il faut juste bien faire les choses. OK. On est en pleine semaine des directions d'établissements scolaires, donc une semaine où on, je pense, souligne, valorise le travail des directions d'établissement. Quel est l'état de bien-être de vos directions sur l'île de Montréal? Bien, disons que tout ce qui se passe avec les budgets nous amène énormément de pression parce que les enseignants sont inquiets, là, ils ont besoin de soutien puis ils ne l'obtiennent pas. Les parents nous interpellent parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants, ils entendent ce qui se passe, ils sont inquiets. Donc, on vit beaucoup de pression, puis en même temps, on voit aussi une sorte d'inquiétude, de détresse, d'incertitude chez notre personnel. Donc, tout ça nous amène de la pression. Donc, la charge de travail administrative est déjà très grande. Puis quand on a des situations de coupure comme ça, d'avance, de recul, ça nous fait passer beaucoup plus de temps sur des tâches administratives. Puis ça, c'est pas ce qu'on aime faire. Nous, ce qu'on aime faire, c'est travailler avec nos équipes, regarder comment on peut faire mieux ce qu'on fait déjà, regarder comment on peut mieux collaborer avec nos partenaires, avec les familles. Donc, ça nous motive. C'est ça qu'on aime faire. Ouais. Puis là, en ce moment, ben, il y a beaucoup on est dans une période où le gouvernement met en place beaucoup de trucs mur à mur. C'est pas vrai que ce qui est bon pour Lévis, c'est toujours bon pour Montréal ou que c'est bon pour tous les quartiers de Montréal. Il y a des spécificités. Puis, fait que nous, il faut composer avec des décisions qui viennent de plus en plus du gouvernement et qui sont imposées directement dans nos écoles en nous donnant pas tant de marge de manœuvre. Donc, évidemment, puis comme direction d'école, ben, on le sait, on en parle, on fait face à une pénurie de personnel qualifié. Donc, on a plus d'enseignants qui ne sont pas formés
ou qui ont peu d'expérience. Mais c'est aussi vrai pour la secrétaire d'école, c'est aussi vrai pour le concierge, c'est aussi là, on manque de professionnels. Donc, vous savez, quand on dirige une école, là, on est responsable de la qualité du service éducatif. Mais dans le contexte actuel, assurer la qualité des services éducatifs, ça nous met énormément de pression. C'est quoi peut-être l'enjeu, le défi, la tâche qui s'est ajoutée dans les 20 dernières années qui, dans un monde idéal, ne serait pas là pour les directions puis que ça n'affectera pas les élèves? Puis je ne parle pas de ne pas le faire, mais que ça ne sera pas sur le dos de la direction. En fait, je vous dirais que c'est toute la charge administrative où chaque chose qu'on fait, ben, il faut rentrer des données dans des plateformes, il faut remplir un rapport, il faut faire état de tout ce qu'on a mis en place. Mhm. On a plusieurs plans à mener de front. Hein, Ouais. puis c'est pas que c'est pas important, là, mais prévenir la violence et l'intimidation. Il faut faire un plan, il faut faire des études dans l'école, il faut faire des suivis, il faut l'évaluer, il faut le présenter. Puis là, parce qu'il y a le projet éducatif. C'est qu'on a plusieurs plans comme ça qui s'additionnent les uns aux autres, qui ne se parlent pas, parce qu'on est toujours avec des budgets en silo puis des planifications en silo. Puis là, ben, ça nous demande de plus en plus de temps. Là, ben, il y a le protecteur national des élèves qui est là, c'est intéressant. Mais ça nous demande encore de remplir des rapports, puis là, de le rencontrer, en plus de rencontrer les gens du centre de service scolaire. En fait, c'est que toutes ces rencontres, puis cette documentation-là, qui, dans certains cas, est essentielle, ça s'est alourdi. Puis, je dirais que les membres que nous représentons travaillent en moyenne entre 50 et 55 heures par semaine. Et vous savez, quand on est un cadre, qu'on travaille 35, 40, 50 ou 55, on est toujours payé le même salaire. Ouais. Il n'y a aucune reconnaissance pour les tâches supplémentaires qui s'ajoutent, comme cette gestion-là là, de coupures, non coupures, de retrait. Ouais. C'est des heures ajoutées pour lesquelles les gens les font, là, évidemment, il faut le faire. C'est d'ailleurs une des mêmes récriminations que vont faire les enseignants aussi, parce que les enseignants ont une tâche un peu à taux fixe, mais beaucoup d'enseignants vont faire 40, 45, 50 heures, mais le concept d'heures supplémentaires n'est pas reconnu dans le monde de l'éducation, contrairement, par exemple, au monde de la santé avec les infirmières ou les médecins. J'ai le goût de vous faire un cadeau, Mme Legault. Je vous donne une baguette magique. Et là, vous avez 3 petites décisions ou grandes décisions à vous devoir que vous pouvez prendre pour améliorer la situation de vos directions d'école au bénéfice des élèves. Donc, une pierre deux coups. On aide les directions en sachant que ça va aussi être une bonne mesure pour les élèves. Vous faites quoi? Bien, la première chose, là, ce qui est le plus important dans une école, c'est d'avoir des enseignants qualifiés, motivés, engagés. Donc, 2 choses à faire pour ça. S'assurer, là, vous savez, les bourses là, d'études. Oui, les bourses persévérance. Les bourses perspectives ont été annulées. Ensuite, il faudrait payer les stages des enseignants. On est dans un milieu féminin. On dirait que dans un milieu à prédominance féminine, c'est pas important de payer les stages. Mais dans beaucoup d'autres professions, c'est une forme de reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait, puis finalement, assez rapidement. Donc là, déjà, ça favoriserait l'attraction à la profession. Puis cette reconnaissance-là, ben, je pense aussi, il faut trouver des façons de valoriser tout le monde dans l'école. Pas juste les enseignants, bien évidemment, ils sont nombreux, ils sont majoritaires, mais aussi le personnel d'entretien, là, la santé dans l'école, c'est très lié à l'entretien de l'école, le personnel administratif, la secrétaire d'école qui répond au téléphone, qui nous ouvre la porte. Alors, tout le monde est important. Une école, c'est une affaire d'équipe, là. Puis pour que ça fonctionne bien, ben, il faut que les rôles de chacun soient reconnus, puis que chacun il trouve sa place. Fait que ça, c'est la première chose. Retrouver davantage d'autonomie locale, ça, c'est essentiel parce que plus les décisions viennent d'en haut d'un espèce d'édifice à Québec au 16e étage, ben, moins ils sont proches des réalités puis des besoins réels du terrain. Puis dans une école, quand on s'assoit là, avec notre équipe, là, les profs, les professeurs, puis qu'on regarde ensemble, c'est quoi les priorités de nos écoles, puis comment on va dépenser nos budgets, ou c'est quoi les projets qu'on va mettre en place, ça, c'est motivant pour tout le monde. Alors, il faut retrouver du sens du travail, puis aussi... Est-ce que je me trompe, Mme Legault, où depuis 10 ans, il y a une forme de centralisation des décisions au niveau CSS et au niveau ministère qu'on ne voyait pas tant avant, puis qui vient, entre autres, peut-être avec la transition justement des commissions scolaires vers les centres de services scolaires, puis une volonté de contrôler un plus haut niveau qu'un niveau local. Est-ce que vous voyez la même chose que moi?
Ah oui, absolument, parce que quand est arrivé le projet de loi 40, on nous avait dit, puis rappelez-vous, là, vous allez vous en rappeler, le ministre qui nous disait, l'école doit être gérée par les personnes qui connaissent les élèves par leur nom. C'est Alors vrai. nous, on y a cru à ce rêve d'une plus grande décentralisation, puis d'un plus grand place pour le local. Mais dans les faits, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Puis on l'a vu d'autant plus depuis avec le ministre Drainville, où il y a eu beaucoup de centralisation, Ouais. d'uniformisation. Et là, ben, c'est beaucoup moins motivant pour les gens sur le terrain. OK. Donc, le mur à mur, Ouais. en fait, c'est pas toujours gagnant. Je vous dirais que c'est peut-être là, quelque chose à revenir parce que dans la loi, là, il y a un principe qui est écrit qui s'appelle la subsidiarité où on devrait prendre les décisions à l'instance appropriée le plus près possible des élèves. Et c'est pas ça qui se passe en ce moment. OK. Et la troisième mesure, je vous ai interrompu là, avant que vous disiez votre troisième mesure de baguette magique. Ben, je vous dirais que non, l'autonomie, éviter le mur à mur, la centralisation, puis valoriser toutes les professions de OK. l'éducation, puis mettre aussi en place là, peut-être les conditions pour, pour favoriser la santé au travail. Parce que ce qu'on veut, c'est garder les gens d'expérience dans le réseau. On a besoin d'eux pour accueillir dans la profession les jeunes qui joignent à nous, plein d'enthousiasme, mais que voulez-vous, l'expérience, ça doit s'acquérir, puis ça prend quelques années avant de pouvoir gérer une classe, de maîtriser les programmes, d'être habile pour travailler avec les familles aussi. Donc, tout ça, ça s'apprend. Parce qu'on le sait, là, dans les premières années de la profession, il y en a beaucoup qui arrivent, qui sont formés, qui arrivent avec beaucoup d'enthousiasme, qui veulent, qui sont motivés, puis qui se découragent parce qu'ils n'ont pas été assez Parce que c'est dur. soutenus, parce que c'est Oui, oui. très exigeant, la profession enseignante, absolument. Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, merci d'avoir été là. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là encore cette semaine. Merci à Égide Royer, mon co-animateur. Merci à Mme Kathleen Legault de l'AMDAIS. Prenez soin de vous, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cette semaine à l'école. Bye tout le monde.